Nous retrouvons nos chers invités, Firmin Tekou, Agbo, Adam Adjorno et Eric Johnson, pour la suite de l'émission Regard croisé. On est toujours au Bénin, on parle toujours de ce voyage du chef de l'exécutif béninois, Patrice Talon, en France. Il a rassuré les investisseurs français, les a invités à venir investir dans son pays, le Bénin, avant de retrouver Firmin Tekou Agbo pour la suite de son développement. On va donner la parole à Eric Johnson. Eric, oui, il y aura sans doute des retombées. Oui, le tout ne suffit pas d'appeler les gens à venir investir chez soi. Il faut que le climat soit propice pour les investissements. Alors aujourd'hui, la question est de savoir qu'est-ce que le Bénin donne. Le Bénin doit forcément fournir beaucoup aux investisseurs français qui doivent arriver, et les investisseurs français doivent déjà avoir sur le terrain la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir travailler dans leurs usines et autres. Est-ce que l'adéquation formation et l'éducation au Bénin est-ce que l'éducation est en adéquation, plutôt, je voulais dire, avec les besoins de ces entreprises-là? Vous savez qu'en France, il y a une tendance qui demande à ce que plutôt l'on investisse au pays, que l'on ouvre des entreprises, des usines pour créer des emplois. Mais si on doit quitter la France pour venir investir dans un pays où on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Là, il faut faire venir des Français. Alors, est-ce que les Français là sont prêts à venir pour travailler dans ces entreprises-là chez nous? Est-ce que notre environnement leur permet de venir travailler? Tout ça, c'est des questions qu'il faut régler en amont avant de demander aux investisseurs de venir. Maintenant, en termes d'investissement, est-ce que le Bénin dispose des structures bancaires fiables qui puissent accompagner ces investisseurs? Vous me dites que c'est tout un travail. C'est tout un travail. Moi, je me dis que si tout cela est déjà fait, c'est une bonne chose. Et donc, les investisseurs français viendront forcément au Bénin. Et quand ils viennent, c'est sûr qu'ils vont produire et ça va avoir des répercussions positives sur l'économie béninoise. Alors, Adam Adjorno, comme on l'a déjà dit, le président Patrice Guillaume Atanas Talon a déjà amorcé un travail louable au Bénin avec les investisseurs français. On ne peut qu'espérer encore de bonnes choses pour ce pays. Oui, Patrice Talon a un repère en termes économiques en ce qui concerne donc sa gouvernance ou son passage à la tête du Bénin. Et ses ambitions sont liées à ces réformes-là qu'il a eu donc à engager et qu'il ne souhaiterait pas. Des réformes difficiles. Oui, très difficiles. Comme chez nous, en 2008, quand le président... C'est peut-être ce que Firmin Tekou Agbo voulait dire. Lorsque vous vous engagez véritablement à pouvoir laver l'écurie et lorsque vous prenez l'historique du Bénin ces dernières années, c'est pourquoi j'étais un peu hostile par rapport au fait que on estimait, puisque de toutes les façons, en termes de gouvernance, vous êtes obligé de pouvoir tisser la nouvelle corde sur l'ancienne. Donc, il est très difficile de pouvoir, mais il y a toujours des jauges qui permettent d'évaluer, en tout cas, ce qu'a fait un certain nombre de présidents avant Patrice Talon. Mais lorsque nous le constatons, vous allez constater que le Bénin, il y a des pratiques aussi bien individuelles que des pratiques dans l'économie du pays où le Bénin n'était pas aussi bien vu. Lorsque vous prenez un investisseur ou pratiquement un homme d'affaires béninois, lorsqu'il vous dit qu'il est béninois, il y a une certaine hostilité qui est mise donc à son égard, liée au fait que les pratiques ne sont pas en adéquation avec ce que nous constatons dans certains pays africains. Il a eu véritablement, donc parlant de ces réformes difficiles-là, à pouvoir véritablement imposer des choses qui, au début, où certains ne l'avaient pas compris, on dit que voilà, il voulait véritablement mettre le pied sur l'embrayage lié donc à un certain nombre de choses données. Or, le pays était pratiquement plus ou moins en genoux en ce qui concerne donc l'économie. Mais après un moment,
il a eu à comprendre, par exemple, lorsque nous prenons la vente du carburant flaté, qui était pratiquement un combat, où on faisait donc des pertes de vies humaines. Il a eu récemment à dire que voilà, c'est un secteur vital de l'économie du pays. Mais il faudrait quand même trouver des mécanismes pour permettre à ceux qui exercent. Puisqu'il a estimé le nombre de Béninois qui vivaient de ce commerce-là sont très importants. Puis il est très difficile parce que quelque chose où vous voyez des bâtisses lorsque vous allez au Bénin, on vous dira que voilà, cet homme-là, il fait ce commerce. Carburant. Or, ailleurs, cela n'est pas vu comme tel. Donc, lorsqu'on impose un certain nombre de... Puisque l'essentiel, c'est de permettre à l'État de pouvoir engranger le bénéfice lié donc à ce commerce-là, ce que d'autres chefs d'État n'avaient pas vu. Parce que vous vous mettez dans une lutte avec ces commerçants. Ça a été commencé chez nous avec la DOSI. Voilà, il a sorti un programme pour quand même canaliser ces vendeurs de boudin. Tout à fait. Et donc moi je pense que au lieu de se mettre en confrontation avec ces gens-là, c'est une bonne idée de pouvoir donc les canaliser, faire en sorte, puisque c'est très difficile. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. Personne n'a su réussir à pouvoir dire que voilà, convertir tous ces gens-là à pouvoir donc formaliser leur commerce et étaler dans des stations d'essence. Pour certains, ils n'en veulent pas. Donc, de toutes les façons, voilà un certain nombre de pas posés par Patrice Talon et que les Béninois, à un moment donné, ont jugé bon que voilà, il y a eu de l'audace et des ambitions liées à la réforme qui s'est voulu donc engager donc au niveau du Bénin. Donc, il est allé vendre au même moment pour ceux qui pensent que si on a un sentiment anti-français, en tout cas, pour certains investisseurs, ils ne sont pas hostiles aux investissements de la France en Afrique. Et lorsqu'on parle de l'économie, aucun économie qui tire dans ses intérêts ne serait donc hostile à un investisseur qui vient investir dans votre pays. Sauf que le mécanisme par le passé était un peu grippé compte tenu du fait qu'il y avait un laisser-aller lié donc, disons, au poids politique de la France dans le pays. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant qui s'impose aujourd'hui. Parce que lorsque vous venez, les chefs de l'État, je pense, lorsque nous parlons de cette situation... Le président Talon va l'exiger, sans doute. Non, mais le président Fogna Sigbe en a fait avant lui. Il y a eu certains qui ont pensé à un moment donné qu'il était facile d'aller peut-être négocier ce que vous devez donc au fils avec peut-être le président de la République quelque part. Mais aujourd'hui, on a dit non, il faudrait quand même que vous payiez ce que vous devez au fils. Et je pense que sans faire du bruit, le président de la République essaie véritablement de le faire. Mais Patrice Talon, comme je l'ai dit, il essaie donc de vanter les mérites qu'il pose dans son pays. C'est son sport favori. Et donc, il a trouvé le canal nécessaire pour pouvoir encore faire son pays. Il a si bien fait. Alors, vous aviez parlé des réformes difficiles au Bénin, comme d'ailleurs dans votre pays, le Togo, Firmin Teko Agbo. Oui, vous redonne la parole. Oui, les réformes difficiles, c'est comme ils copient un peu le Togo, mais la question que je me pose, les crises que le Togo a connues ont été plus difficiles que le Bénin. Le Bénin n'a pas connu ces crises-là, mais comment le Bénin n'a pas réussi à s'en sortir, même si le Bénin ne dispose pas d'un certain nombre de ressources. Par exemple, ici au Togo, nous avons passé au moins 15 ans sans coopération. Vous imaginez, pendant ce temps, le Bénin avait maintenu ses coopérations. C'est là où il faut se poser beaucoup de questions en ce qui concerne les prédécesseurs de Patrice Talon. L'autre chose, Eric Johnson l'a souligné tout à l'heure, bien sûr, les investisseurs français vont venir au Bénin s'installer, créer leur entreprise et autres, ils vont engager des Béninois, mais est-ce qu'il y aura le personnel véritablement qualifié? C'est là où nous allons faire le petit calcul en disant, mais ils viennent s'installer ici, investir ici, mais combien d'euros sont rapatriés en France? En France. Quand vous voyez un peu la liste... Et connaissant la fermeté du président Patrice Talon, il va exiger tout cela. C'est d'ailleurs pourquoi on parle de partenariat gagnant-gagnant. Non, il va exiger quoi? Mais du moment où, par exemple, on n'a pas le personnel qualifié. Vous imaginez, on n'a pas le personnel béninois qualifié. On va faire des gens venir de la France et les gros salaires, ce sont les Français qui vont les avoir et maintenant vont retourner ces salaires en France. Donc, en réalité, c'est le minimum qui nous reste. On ne gagne pas forcément, bien sûr, il y aura des emplois qui seront créés. Il y aura, je ne dirais pas des sous-emplois, mais les gens vont gagner un peu, mais les milliards vont retourner en France. Mais dans l'intervention de Patrice Talon, on peut retenir aussi ceci. La problématique des régimes politiques en Afrique. Vous imaginez la problématique, parce qu'il dit, quand il est venu, il dit la France c'est une grande démocratie. Il est venu, il a trouvé le Bénin dans une certaine démocratie, mais il y a du désordre. Mais c'est pour cela qu'il a choisi fermer un peu les vannes démocratiques, imposer le droit de grève qu'il veut, interdire le droit de grève dans certains secteurs vitaux et autres. Maintenant, aujourd'hui, quel type de régime peut être adapté au contexte africain? Ce qu'il a dit en France est important. C'est très important. C'est très important. Quel type de régime doit-il être adapté au continent africain? Est-ce qu'il faut maintenir une certaine dictature ou il faut faire semi-dictature,
semi-dictature, semi-démocratie. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Parce que quand vous voyez un peu les exemples, on a vu un peu, par exemple, avec ce que, comment il s'appelle, Kadhafi a fait. Donc, lui, il a maintenu le pays dans une certaine dictature. Mais on a vu la Libye également. On a vu la Libye aujourd'hui. Par exemple, quand Pas vous voyez... aujourd'hui, sous Kadhafi, bien sûr. Sous Kadhafi, quand vous voyez la Tunisie, depuis que Ben Ali est parti, le pays se retrouve dans un certain chaos. Économiquement, le pays n'arrive toujours pas à se relever. Quel type de régime faut-il aujourd'hui pour les Africains? Bien sûr, partir ce temps-là, on le taxe de dictateur. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Et puis il a cité les pays occidentaux, il a dit en réalité, eux ils se sont bien construits, ils sont bien assis avant de faire montre d'acquis démocratique. De toutes les façons, en 30 secondes, s'il vous plaît, Eric. De toutes les façons, ce qui est évident, lorsqu'on parle de régime politique aujourd'hui, c'est qu'il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est la compréhension même de la démocratie par les populations. C'est une éducation qu'il faut commencer à la base. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense avoir tous les droits, alors qu'on ne sait pas que les droits aussi sont limités. Et donc, il y a un désordre. Et comme tel, ça nous crée beaucoup de problèmes. Quand allons à limiter les temps de grève, et le nombre de grèves par mois, etc., mais tout le monde s'est dit, mais c'est quoi? C'est de la dictature. Mais en réalité, est-ce que nous n'avons pas besoin de ça? Parce que les gens se lèvent aujourd'hui, on fait grève 3 jours, on fait grève 4 jours, et ça plombe, ça paralyse l'économie du pays, et en même temps, les citoyens même ont des difficultés. Quand vous allez par exemple dans le secteur de la santé, quand il y a une grève, vous imaginez toutes les conséquences, les impacts sur les populations, etc. Et donc, la deuxième chose maintenant, lorsqu'on dit que il y a une décision de justice qui a été rendue, mais il faut voir, on ne comprend pas les termes juridiques employés pour accepter cette décision. Ce qui fait que de tous les côtés, il y a des difficultés. On va par exemple sur le foncier, tous les jours, comme on dit chez nous, plus de 90% des affaires traitées à la justice concernent le foncier. Maintenant, vous voyez des investisseurs qui arrivent dans un pays. Au Bénin, c'est encore pire, hein? Au Bénin, c'est encore pire. Vous voyez des investisseurs qui arrivent, qui s'installent, et quelques jours après, voilà une famille qui se lève pour dire non, c'est pas le terrain nous appartient, c'est notre parcelle, et voilà. Donc, autant de situations qu'il faut régler en amont, même si c'est avec de la dictature pour pouvoir avancer. Allez, on va quitter Cotonou pour Conakry. Lors de cette visite, cette mission, j'allais dire en Guinée, Boni Yayi a rencontré les autorités de la transition de ce pays, des chefs religieux et des acteurs sociopolitiques du pays en vue de faciliter l'opérationnalisation d'un cadre de dialogue inclusif qui devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel. Finalement, peut-être Adam Majornou, Thomas Boni Yayi a eu quelque chose en Guinée-Conakry, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attendait, puisque le principal front qui gêne le pouvoir militaire de Conakry menace toujours. Non, moi je pense que c'est un discours qu'il faut analyser à la source, pour la simple et bonne raison que lorsque, depuis ces 2 visites, si je me rappelle, depuis qu'il a été nommé, ça fait la 2e fois qu'il a foulé donc le sol guinéen. Et il vous en souvient que depuis ces 2 visites, il ne s'est pas livré à la presse pour peut-être exposer, disons, les conclusions d'un certain nombre de rencontres qu'il a eues donc avec ces acteurs politiques-là. Mais qu'à cela ne tienne, on constate véritablement que de l'aveu, en tout cas d'un certain nombre d'acteurs politiques, les gens sont campés sur leur position. Et cela n'étonne pas. D'autant plus que je pense que la vraie physionomie de la junte aujourd'hui est en train de se faire voir, et qui également n'offre pas des opportunités pour avancer réellement. Puisque ce qui traduit pratiquement, disons, l'expression d'un certain nombre d'acteurs qui estiment que cette junte-là essaie véritablement donc de rendre l'eau trouble pour pêcher en eau trouble. Et ça, c'est une évidence qui a commencé déjà par sauter aux yeux avec les dernières décisions
impopulaires prises, notamment en ce qui concerne donc la dissolution de ce groupement, de ce front qui a eu raison sur, voilà, qui a eu raison. Les interdictions des manifestations. Tout à fait. Donc, tous ces aspects-là sont des questions qui sont liées aux droits humains et que, lorsque vous prenez ces oppositions-là, enfants ne sont pas prêts à pouvoir donc les tolérer. Et par contre, si nous estimons que cette junte-là est venue parachever, quelque chose qui a commencé, ce front-là, il va de soi quand même qu'il puisse véritablement être beaucoup plus flexible dans certains prises de décision, mais également permettre à ce que cette ambition-là puisse réussir. Malheureusement, on constate qu'ils ne sont pas dans cette lignée-là et vont rendre pratiquement la tâche un peu difficile, disons, au facilitateur Yahi Boni. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que l'unanimité faite par la classe politique, mais également la junte à la personnalité de Yahi Boni, lui a permis, de toutes les façons, lorsque vous voyez cette deuxième visite-là, il y avait certains qui n'étaient pas, disons, dans l'agenda à raconter. Il a eu véritablement donc à élargir le front sur ces acteurs-là qui ont estimé qu'il était nécessaire qu'ils puissent donc avoir un regard sur ce que doit être donc la transition. Mais ce qui est important, moi je pense que au lieu d'arriver à un bras de fer, puisque la Guinée est également connue pour ces genres d'actes-là, il faudrait quand même que le président Doumbouya essaie véritablement de pouvoir donc poser, parce que c'est également de travailler, disons, son passage à la tête de la Guinée. Et ce passage-là est en train de prendre véritablement donc un coup lié donc à cette décision impopulaire, comme je venais de le dire tantôt. Mais il a plus à gagner. Il a plus à gagner en faisant en sorte que tous ces acteurs-là se retrouvent. Parce que de toutes les façons, si même aujourd'hui, à demi-mot, il essaie un peu de voiler, disons, ses réelles ambitions en ce qui concerne le pouvoir, je pense qu'il a plus à gagner en faisant en sorte que toute la classe se réunit et véritablement sort des propositions qui vont dans l'intérêt supérieur de la nation, que de pouvoir donc choisir ce qu'il aimerait, puisque comme il a eu à faire, parce que lorsque nous voyons un peu, il a eu donc amené des dialogues, mais ces dialogues-là n'ont pas réuni tous les acteurs qui puissent donc s'exprimer. Puisque quelque part également, ce sont les droits humains qui étaient, parce que entre-temps, même si certains acteurs qui étaient donc exilés ont été donc autorisés à rentrer au pays, aujourd'hui on constate que c'était de la figuration qu'ils faisaient pour se rendre davantage populaire. Mais aujourd'hui, étant donné que les acteurs politiques ont compris, on constate que cette popularité qu'il a acquis après ce coup d'État-là, qui avait été salué par bon nombre d'acteurs, mais également africains, a commencé déjà par être grippé compte tenu du fait que les décisions impopulaires qu'il prend aujourd'hui essaient donc de l'affecter. Donc moi je pense que il aurait plus à gagner en faisant en sorte de faire beaucoup d'ouverture, en posant les bases réelles d'une transition qui a l'assentiment de la population que de pouvoir donc être cajolé dans une propension qui n'arrange pas la Guinée et qu'on risque de retrouver encore dans les manifestations qui font des victimes comme ce pays-là en a l'habitude. Alors, Firmin Teko Agbo, l'ancien président béninois Thomas Boni Yahi a réitéré la solidarité constante de la CEDEAO et son engagement à accompagner la Guinée dans ces moments difficultueux. Est-ce que cette solidarité et l'engagement-là de la CEDEAO peuvent faire sortir la Guinée de ce trou? Je ne pense pas trop, mais toujours est-il que du jour au lendemain, ou dans les années à venir, la Guinée va changer de statut. La Guinée va passer d'un régime militaire à un régime civil. En tout cas, c'est le vœu de tout un chacun. Pourquoi? Il y a une question que je me pose. Pourquoi la France, la pression qu'elle fait sur le Mali, sur la zone militaire malienne, elle n'arrive pas à la faire en Guinée. Sur Doumbouya. Jusqu'à présent, la France n'a jamais été ou n'exprime pas encore une position radicale contre Doumbouya. On ne voit pas ça. Et c'est pour ça que Doumbouya est là tranquille. Et il trompe tout le monde, il manipule tout le monde. Il manipule tout le monde. Et lui n'est pas inquiet. Vous croyez la France faisait la pression sur le Mali, mais Assimi Goïta est là tranquille. Oui, bien non, Assimi la France. mais il n'est pas tranquille. Mais ici, par exemple, mais qui vous dit qu'Assimi Goïta est tranquille? Assimi Goïta n'est pas tranquille. Il aurait été tranquille, il n'aurait jamais fait appel à Fonia Singbe.
il n'est pas tranquille. Il a peur plus que tout le monde. Il a peur que ce qui était arrivé à Sankara ou au Lumumba lui arrive aussi. Il a peur. Et je pense qu'il est beaucoup plus protégé. Et je pense qu'il investit beaucoup plus ces derniers temps dans la sécurité. Dans la sécurité. Et c'est normal d'ailleurs. N'oubliez pas qu'il a déjà échappé à quelques coups d'État. Alors, ce n'est pas gratuit. Donc, mais Doumbouya, c'est quelqu'un qui est tranquille, il s'en fout, il n'est pas clair dans son calendrier, il parle de 3 ans, il n'a pas de chronogramme fixe. Au départ, c'était 39 mois, il a quand même... Mais là, il parle de 3 ans. Il a levé 3 mois. Et oui, il a fait des efforts. Oui, non, c'est de la manipulation. Il blague tout le monde. Parce qu'il n'a pas de pression, il n'a pas de pression internationale. C'est là où on dit qu'en réalité, le coup d'État qui a été perpétré, peut-être qu'il y a une puissance qui serait derrière ou qui aurait été derrière ce coup d'État. C'est parce qu'il n'a pas laquelle, peur. selon Donc, je vais vous la donner après. La puissance, je vais vous la donner. Mais regardez, depuis là, la CEDEAO aussi ne dit pratiquement rien. La CEDEAO ne dit rien. Par exemple, le déplacement de Yahi Boni, c'était quoi? C'était juste pour aller s'amuser, pour aller discuter un peu avec Doumbouya. Il n'avait pas de pression, il n'avait pas d'élément de pression dans sa valise. Il n'a rien dit. Doumbouya n'a pu rien lui dire de façon concrète. Mais tout ce que vous avez lu tout à l'heure, la solidarité de la CEDEAO, l'engagement de la CEDEAO, c'est des discours diplomatiques. Ça n'a pas d'effet, vous le dites. Oui, ça n'a aucun effet coercitif. Ça lui impose rien. Donc si on ne fait pas attention, c'est aux acteurs guinéens même d'aller à la table de discussion, vous le dites. Oui, c'est aux acteurs. Non, et ce cadre inclusif qui a été créé. Non, écoutez, il sert à quoi c'est finalement? Pour faire perdre du temps. Parce qu'il n'y a pas de pression derrière. C'est ça, en fait, le problème. Il n'y a pas de pression derrière. Il se fout de tout le monde. Doumbouya se fout de tout le monde. Moi, je pense que la situation telle qu'elle se présente maintenant, il faudrait que les Guinéens eux-mêmes se lèvent et qu'ils montent au créneau. Les acteurs politiques aujourd'hui, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, ils ont félicité au départ le coup d'État. Aujourd'hui, ils sont en train de le regretter. Mais ils peuvent encore s'organiser pour se faire beaucoup plus entendre. Lorsqu'ils vont descendre dans les rouées, se faire encore beaucoup plus entendre, la CEDEAO va devenir beaucoup plus coercitive dans ses démarches. Parce que pour le moment, s'ils maintiennent la situation telle et c'est ce que la médiation essaie d'éviter, parce qu'il y a déjà des morts, Firmin Tekou Agbo. Oui, la médiation évite ça, mais cette situation, ça va nous amener où? Ça va amener les Guinéens où? Du moment où la France, indirectement, le soutient. Alors, Eric Johnson, je posais la question tout à l'heure sur ce cadre de concertation inclusif créé par la junte militaire au pouvoir. Visiblement, ce cadre ne sert à rien. Ouais. Même s'il y a des acteurs qui participent. Ce cadre a du plomb dans l'aile. C'est tout à fait normal que ce soit ainsi. Du moment où, très sincèrement, la junte ne montre pas de signe d'ouverture. Il y a une situation politique générale dans le pays. C'est vrai que les Guinéens avaient soif de changement, d'alternance, mais comme c'est pas la force des choses que les militaires ont pris le pouvoir, les Guinéens avaient pensé avoir résolu une bonne partie de leurs problèmes. Mais aujourd'hui, cette junte-là ne permet pas à ces Guinéens-là même de s'exprimer en interne. S'exprimer pour dire clairement... Sur Alpha Condé, il y avait ça. Oui. Mais, enfin... Les gens sortaient, le fond sortait, c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui sont tués. Oui, Alpha Condé ne subirait pas un coup d'État si, tel que tu le dis, la situation était telle. C'est-à-dire que les Guinéens vaquaient librement à leurs occupations, les Guinéens pouvaient se prononcer sur tous les sujets politiques, économiques, etc. Les Guinéens pouvaient directement affronter Alpha Condé pour lui dire ce qui ne va pas. Et Alpha Condé écoutait les Guinéens. C'est pas la situation. C'était pas aussi limpide que ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase. Tu dis, je veux organiser un dialogue inclusif où tous les Guinéens, du moins les représentants de l'ensemble de la société guinéenne, puissent discuter, parler, trouver le bon cadre pour que ce pays-là se relève. Mais en même temps, les gens sont bloqués. La société civile qui est en train de manifester aujourd'hui
Mais ce sont des Guinéens qui forment cette société civile-là. Mais on ne leur permet même pas de manifester, de dire ce qu'ils pensent. Si ils ne peuvent pas le dire au cours d'un dialogue, s'ils ne peuvent pas le dire, l'exprimer au cours d'une manifestation, je ne vois pas comment ça peut se faire. Et donc, c'est clair que cette junte-là ne permet pas aux Guinéens aujourd'hui d'avoir un véritable dialogue inclusif. C'est là où je dis, Yahi Boni a encore parlé un français diplomatique. Pour dire que oui, on est en train d'avancer. Vous avancez sur quoi? Il faut nous expliquer sur quoi. Lui, sa médiation est en train d'avancer avec cette junte-là qui ne veut même plus bouger d'un iota sur la période décidée pour la transition, qui ne veut pas tout de suite dire et donner mais tout ce que la junte est en train de faire aujourd'hui ne permet pas d'avancer aussi bien sur la médiation, aussi bien sur le dialogue inclusif. Et on peut comprendre, Adama Adjaranou, récemment, le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen, Umaru Sissoko Embalo, avait dit qu'il a eu à prendre langue avec la junte et qu'elle a décidé de faire 2 ans, ce qui a été démenti justement par le porte-parole du gouvernement. Oui, et cela montre un peu la dualité de certaines prises de décision communautaires. Parce qu'un président de la République, le Bissau-Guinéen, c'est vrai qu'il venait d'être nommé, il était donc interviewé sur plusieurs sujets qui lui tenaient à cœur. Mais sur cet aspect de la chose-là, puisque d'abord, c'est un président de la République qui s'entend d'abord très bien avec son homologue Doumbouya. Et d'abord, les deux également sont militaires, contrairement à Alpha Condé, qui par le passé n'a jamais entretenu de bonnes relations avec le Bissau-Guinéen. Et donc, ce démenti prouve et vient remettre en lumière, en réalité, le fait que Mamadou Doumbouya n'est pas dans cette logique de la CEDEAO, ou ne veut pas forcément que la CEDEAO lui impose un certain, ou le regard qu'il faut donc maintenir en ce qui concerne donc cette transition-là. Mais je pense que la volonté, d'abord les bonnes relations entre les deux personnalités, je veux parler de Mamadou Doumbouya et du président Bissau-Guinéen, permettront en réalité, puisqu'il a dit à la prise de sur la main, quelque part, lorsque vous dirigez, vous êtes amis, mais sur les intérêts liés à vos États, les intérêts ne sont pas forcément partagés. Donc, il comptait réellement sur cette bonne relation-là pour dissuader en réalité Mamadou Doumbouya à pouvoir donc fléchir sur un certain nombre de prises de décision pour faire en sorte que la communauté puisse retrouver la sincérité qui lui était donc devenue par le passé. Malheureusement, disons, cette bonne relation-là n'est pas partagée, ou cette vision-là n'est pas partagée par Mamadou Doumbouya, qui est dans une logique contraire à ce que peut vouloir la CEDEAO, et c'est naturellement ce qu'il a exprimé avec le Bissau-Guinéen, et c'est ce qu'il exprime aujourd'hui en faisant en sorte que cette médiation-là ne puisse pas prendre. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous, chers invités, Firmet Kouagbo, Adam Adjaranou et Eric Johnson.